intérêt pour le street art à l'époque, ça venait beaucoup du skateboard. Et le skate m'a beaucoup aidé à regarder la ville autrement, à voir le sol différemment, à voir la ville comme un terrain de jeu vraiment. Et en voyant la ville comme un terrain de jeu, j'ai vu beaucoup de choses sur les murs. Je me suis intéressé aux stickers, aux graffitis et à tout ce qui entourait la ville et qui n'était pas exactement dans la norme. À l'époque, on ne fréquentait pas vraiment les galeries, on n'était pas collectionneurs, on était jeunes. Donc voilà, on voyait des artistes comme Erosi, Ake ou Eltono qui étaient à peine plus âgés que nous et qui faisaient déjà des choses. C'était vraiment une période d'apprentissage et d'échange. On avait cette envie de faire sortir un petit peu l'œuvre du support et puis de construire, de travailler le volume, de se confronter au volume. On souhaitait développer des projets artistiques autour de la micro-édition, de la culture DIY. Et très rapidement, il y a eu une nouvelle génération d'artistes qui arrivait et qui était un peu plus affranchis encore de certains codes du graffiti, qui testaient d'autres choses. Avec 2 amis, on a créé All Over en 2007. On a commencé par des expositions collectives avec des affiches en sérigraphie, qui était une technique qui, pour nous, représentait une sorte de démocratisation de l'accès à l'art. Donc voilà, ça vient beaucoup de cette galerie qui s'appelait All Over, qui crée toute une communauté à Lyon autour des expositions. Il y avait toujours plein de monde. Et donc ça, c'était vraiment très chouette. On sentait que du côté des artistes, il y avait quelque chose vraiment qui se passait. On ne voulait pas trop se cloisonner dans une esthétique ou une pratique particulière, mais c'est vrai que la plupart des artistes invités développaient aussi leur travail dans l'espace public. Encore une fois, avec ce rapport direct, accessible et gratuit pour le public. C'est vraiment formateur, à la fois pour nous en tant qu'organisateurs, mais j'imagine aussi pour les artistes, dont pour la plupart c'était leur première exposition personnelle. Et j'allais souvent à Lyon les voir et on échangeait vraiment beaucoup sur ça. Il y avait quelque chose qui nous gênait là-dedans. Personne dans la bande avait envie d'être galeriste et de vendre des choses. C'était pas forcément le but. Par contre, le but, c'était d'inviter des artistes, réaliser des choses ensemble et puis voilà, créer des choses qui aient du sens. C'est comme si les murs et l'espace de la galerie devenaient en quelque sorte trop restreints. Et ensuite, il y a eu aussi, comme tout projet qui évolue, un certain besoin d'affranchissement et de dépassement. Donc à chaque exposition, dans mes souvenirs, on se disait comment on peut faire des choses dehors. Est-ce qu'on peut inviter les artistes à l'intérieur, mais peindre un mur, faire quelque chose dehors On réfléchissait justement à un événement autour de l'art urbain, mais à notre façon. Et ce qui nous intéressait, c'est de développer quelque chose qui ne soit pas un festival qui en mette forcément plein la vue, mais qui ait une réelle expérience. Donc quand le fameux festival est apparu, c'est vrai que pour nous, ça a été un choc. On s'est dit, mais c'est possible d'inviter les meilleurs artistes, ceux qu'on suit vraiment tout le temps, à faire des choses dans une ville autre, à être plus ou moins dans la légalité, de faire des choses qui soient plus ou moins officielles. Il y avait vraiment cette idée du local aussi, de voir des artistes qu'on voyait partout sur Internet et de les amener chez nous dans un tout petit quartier. Et à l'époque, on s'impliquait aussi de plus en plus sur des projets hors galerie et on essayait de trouver une nouvelle formule de fonctionnement. Et avec Nélio et David, du coup, on a réfléchi à qu'est-ce qu'on pourrait faire, quel nom on pourrait donner, est-ce qu'on le faisait à Lyon, est-ce qu'on le faisait à Besançon. Et puis les choses ont fait que ça s'est développé à Besançon. En 2011, on a commencé à vraiment écrire le projet de festival en avril et on savait pas trop comment présenter ça. En fait, on était assez maladroit. Un peu par hasard, on a rencontré le conseil citoyen de Battan, donc le quartier où on a commencé le festival. Ils ont tout de suite compris cette dimension contextuelle, en fait, que les artistes n'allaient pas faire n'importe quoi ici. Donc c'était vraiment par hasard et je crois que ni la ville ni nous ne comprenions exactement ce qu'on était en train de faire. Donc on a vraiment fait ça en improvisant. La première édition de Bien Urbain, on va dire, elle était assez expérimentale au niveau de l'organisation. Après, surtout dû à cause du manque d'expérience et de moyens limités. Mais au-delà de ça, il y avait un côté familial, d'entraide et de débrouille qui a super bien fonctionné.
Mais à la base, c'était vraiment quelque chose de presque familial, entre amis, à une toute petite envergure, mais il y avait déjà cette espèce ce côté humain. Par exemple, les artistes étaient logés chez Habitants, il y a des amis qui sont venus donner des coups de main dans les moments les plus intenses. Et du coup, ça a vraiment créé une super ambiance entre les organisateurs, les artistes et le public. Donc la première année pour la sélection des artistes, c'était très simple. C'est arrivé comme quelque chose de très lié à la passion qu'on avait pour le travail de ces artistes-là. C'est-à-dire, j'adorais le travail de Essif à cette époque, j'adorais le travail de Ox. Je trouvais que Monélez, par exemple, testait des choses très intéressantes en volume. Et voilà, ça c'était très surprenant et ça me donnait envie de les aider à développer ça et aussi de les emmener dans ma ville pour voir ce qu'ils pouvaient faire à Besançon. Et donc Essif m'a dit qu'il était d'accord et qu'il pouvait venir avec des amis. Donc ses amis, c'était Euro, c'était Daniel Munoz, c'était Sam 13. Et au final, pour une première édition, les productions étaient assez denses. La plupart des artistes ont pu créer plusieurs œuvres. Donc c'était intéressant à ce niveau-là aussi, quoi. On a trouvé un lieu abandonné qui est dans la cour de l'hôtel de Champagné à Battant, qui est une des plus belles cours de la ville. Et on a trouvé un lieu de 200 mètres carrés qu'on a réussi à avoir pour vraiment pas cher. On a pu monter une exposition. Donc ça, il y avait un côté aussi pédagogique, on va dire, pour introduire un peu ce festival dans la ville de Besançon où il n'y avait pas eu ce type d'événement avant, ni même... Et le lieu a beaucoup joué pour que les gens se rassemblent. Et puis à côté de ça, vu qu'on travaillait que dans le quartier, ça crée vraiment une émulation dans un tout petit périmètre qu'on connaissait beaucoup parce qu'on habitait sur place. Donc on habitait ce quartier-là, donc c'était vraiment plus facile pour nous d'introduire les artistes dans les lieux. C'est la grosse peinture du quartier Battant. Curieux, quelqu'un m'a mis mal à l'aise. Hein. Ouais. Ah oui. C'est agressif, hein. C'est agressif. Et ça va rester comme ça? Et ça va rester comme ça, a priori, jusqu'à mort sans suivre. On peut pas faire mon mur ou alors je vais voir le mettre. Je lui ai dit, écoutez, je vous fais le même sur votre baraque. Hein. D'accord. J'espère que ça sera tagué très vite. Ah oui. There is no one opinion on what makes a good city the good city. Our cities are by definition heterogeneous, right? They're multiple. There's not one singular community. There is always a loud voice of the public. There's always a privileged voice of the public that seeks to speak on the rest of the public's behalf. But there is no singular voice of the public. So what one community might see as, normal, everyday public, life, other communities may see as deeply offensive. So one of the things about the city is that we have to be offended, right? We can't, it's an impossibility to have, a real public space to never be offended. There will be things that you don't like. So I don't think that public art is about ensuring you make things that no one dislikes, because people will. But I think it is, it's many things, but one of the things it is about an offering that makes you think about these different constituencies. So it's not about the singular idea of the public. So you're never going to please everyone. And if you try and please everyone, you'll just produce something which means nothing and has nothing to say. So I think that there is, I think respect is a very important part of being in public, but that doesn't mean that you can never be offended. Certaines des œuvres qui sont produites pendant le festival trouvent une résonance dans la vie des gens qui fait que parfois il y a des échanges, des conversations qui se créent autour de l'œuvre. Donc parfois ça prend des formes vraiment
très différentes. Parfois, c'est un tag qui va être mis sur l'œuvre et qui va venir la commenter, qui va venir parfois, bien souvent, être contre l'œuvre ou contre le festival lui-même. C'est pas toujours agréable, mais en même temps, ça dit beaucoup de choses. C'est-à-dire que ça dit déjà qu'on a le droit de réagir. On a le droit d'écrire un tag sur quelque chose qui nous plaît pas. Légalement, non, mais en fait, si nous, on se permet de faire une peinture, pourquoi les gens pourraient pas réagir eux-mêmes? Sinon... We always think about street art or works of art in the public space at something which is a finished product, but we have to think about art pieces in the public space as an ongoing process. And when something is in the public space, it is always subject to the public will. So it is in some manner a sort of continuation of that process. And I think that it's a good thing that this process is never, stopped. Otherwise, we will go in a sort of patrimonialization, or it would have turned into heritage, into a monument. And street art is never about monumentalizing something. Je trouve que dans l'espace public, on se remet en question très 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 souvent et que ça permet aux gens aussi de se remettre en question un petit peu. Ou en tout cas, ça les fait réfléchir sur des choses auxquelles ils auraient peut-être jamais réfléchi si, en passant dans une rue un peu par hasard, ils n'avaient pas croisé une œuvre en particulier ou si ils n'avaient pas décidé de suivre une visite. Et je trouve que cet aspect de remise en question, il est hyper important dans ce qu'on fait. Voilà, on peut le prendre comme ça, bon voilà, c'est un chien, voilà. Mais il y a toujours plein de sens à trouver derrière. Et on peut rester, et je pense qu'on n'aura pas les mêmes discussions sur cette pièce-là à chaque visite. Ça nous emmènera à chaque fois dans d'autres directions. Bah ouais. Et le but aussi de Bien Urbain, c'était justement, on n'a pas envie de juste décorer la ville avec des belles choses, c'est plutôt justement questionner, quoi. Pas forcément. Le but, c'est pas d'agresser les gens, donc je suis désolé que ça vous semble aussi violent, mais le but, c'est pas d'agresser, c'est par contre de pouvoir provoquer des réactions et des discussions. Là, c'est super intéressant. On va voir la suite. Voilà, il faut qu'on se laisse surprendre et il faut qu'on puisse permettre aux gens de se faire surprendre, en fait. Et je trouve que faire de l'art dehors, ça permet ça, en fait. Ça permet aux gens de se faire bousculer. Et nous, ça nous permet de nous faire bousculer, nous faire se bousculer, ouais. Ce qui me plaisait beaucoup, c'était ça. C'était comme dans le skate aussi, et comme dans les débuts du street art. C'était comment les artistes, en faisant quelque chose un peu en décalage, un peu un pas de côté, ils amenaient quelque chose de poétique, de drôle, parfois de choquant aussi, et qui commence ça provoquait quelque chose d'autre. Et ça ouvrait des portes, en fait. Pour moi, c'était ça qui était très important, c'était d'ouvrir un dialogue entre les gens qui passent et les œuvres, et comment ça peut interagir, comment ça peut nous faire réfléchir à d'autres choses. Mais c'est vrai que les réactions négatives nous ont aussi aidé à nous poser des questions, à nous faire évoluer dans le projet. C'était vraiment dur d'avoir des personnes qui prenaient le temps de coller des affiches vraiment contre le projet, contre ce qu'on faisait. Et en même temps, ça nous a forcé à nous poser des questions, à répondre à ces interrogations-là. Au
Au départ, ça débutait juste comme une passion, juste on était quelques amis, on voulait créer quelque chose à Besançon, mais on n'avait pas le but de créer forcément un festival à long terme, quelque chose d'installé dans le temps. C'est juste qu'après 2 ans, c'est devenu assez naturel de développer le projet de manière professionnelle parce qu'on avait besoin d'une équipe. On avait Johanna qui nous a rejoints, ensuite Chloé puis Solène. Et c'est vrai que c'est devenu un travail au jour le jour. C'est parce que les écoles nous ont approchés, des enseignants qui nous ont proposé de faire des choses ensemble. Et très vite, on a été très heureux de développer ça, d'aller dans cette direction, de construire un pont entre l'art, les artistes qu'on invitait et le quotidien des gens. Donc des projets d'éducation artistique à long terme ou des projets territoriaux dans des quartiers où on travaillait vraiment semaine après semaine avec les gens sont devenus vraiment très importants pour nous. En fait, généralement, les gens se disent l'art, c'est observer, c'est contempler, une espèce de distance qui s'installe entre une œuvre d'art et des gens. En fait, souvent, on est simple spectateur de l'art. Quand on va au théâtre, quand on va dans une galerie, quand on va dans un musée, on est spectateur. Et en fait, l'idée des projets d'éducation artistique et des projets de territoire, c'est de dire aux gens, en fait, on peut pas, on doit pas tout le temps être juste spectateur, on peut quelquefois être acteur. Et du coup, l'idée, c'est d'inviter des artistes qui, justement, ont cette capacité à faire participer les gens à des créations et puis à faire en sorte que peut-être ça puisse révéler chez certains des espèces de vocations et peut-être que pas du tout. En fait, l'idée, c'est en tout cas que ça puisse amener des questionnements chez les gens et puis que ça marque quelque chose. Et en fait, très souvent, c'est pas très instantané. Il n'y a pas une réaction complètement instantanée sur le moment. Par exemple, quand on travaille avec des enfants sur un projet artistique, il y a plein de moments où le projet se fait, les gamins sont contents, sont enthousiastes, ça se passe bien. Et en même temps, on se dit, mais qu'est-ce que ça laisse dans leur tête à ces enfants-là ? En fait, on se rend compte quelquefois en les recroisant quelques années plus tard, qu'ils se souviennent du nom de l'artiste, qu'ils se souviennent exactement du projet qu'ils ont fait, et que ça a marqué leur éducation, que ça a marqué quelque chose chez eux. En 2011, 2012, 2013, c'était vraiment... il y a ces artistes que j'apprécie, je veux qu'ils viennent à Besançon. Mais c'est vrai qu'en 2013-2014, Bien Urbain, c'est devenu... je commençais à me dire, mais qui est-ce que je vais inviter et pourquoi ? Et j'avais pas trop envie d'y réfléchir seul. C'est comme ça que j'ai proposé à El Tono, parce que pour moi, El Tono, c'est quelqu'un qui représente vraiment quelque chose dans la scène, qui est là depuis quand même de nombreuses années, qui connaît énormément d'artistes. El Tono comprend vraiment ce qu'on fait avec Bien Urbain, il avait vraiment envie de participer. Vu qu'il venait pour faire des projets avec les écoles pendant longtemps, je me suis dit c'est super, il vient, on travaille avec les écoles, on fait plein de choses avec les enfants et en même temps le soir quand on discute, on peut travailler sur le festival et vraiment créer des échanges. Ça m'obligeait à prendre du temps aussi pour argumenter, pour réfléchir, pour discuter. C'était aussi plus cool, c'était plus intéressant de parler avec un artiste de qui on doit inviter plutôt que de le faire seul. Ça rendait la sélection artistique beaucoup plus pointue, beaucoup plus audacieuse aussi. Il y avait vraiment quelque chose de très familial comme ça, mais qui marchait super bien parce que ça créait une énergie vraiment forte. He brought his really party atmosphere to the festival with artists and with a lot of unofficial times with the team and the public and the artists with the parties in the bar we had. And
the very first thing I wanted to do, and when I was talking with David, was we don't do murals. Let's not do any murals. And he was like, that's probably too much. Let's do a couple, but yeah, very few murals. So we did, La Honnête did a mural, Remède did a mural, like very few murals. And then but I invited like people that I know that use the street in a different way, not only painting, but doing ceramics on the floor or doing like walking experiment and running experiment with Jeroen. And so yeah, I wanted that kind of people, like doing something, like showing that street art, what everybody calls street art, is not only wall painting. So street art did not mean muralism. That's just not what it meant. That was one element of street art, like iconic image making. So making images which were symbols rather than words. But that was one kind of practice. So street art at that point, which was even then was a term that people were kind of tangling with, but it really meant all forms of independent public art practice that came from a background of graffiti. So it was installation art, it was conceptual art, it was a whole range of different kinds of practices, of which muralism was one. So I personally love muralism. I think muralism can be a very powerful tool for urban change, in particular as a fulcrum around other projects. So it's something that becomes a center around a kind of a wider kind of community practice and a community integration. But what happened is that muralism, became this kind of, it was muralism on steroids. It was like muralism everywhere, and it paid no mind to the context. So what was a very site-specific art, so that was one of the key aspects of street art, was its site specificity. It was made for a particular place and a particular time. With the influx of this kind of huge muralism, kind of muralism on speed and a project, site went out of the equation in total. So it was just about massive images on massive walls. En 2010, ce qui s'est développé dans les festivals, c'est beaucoup de peintures murales. Et nous aussi, ça a été beaucoup ça. On a fait des peintures murales, beaucoup. Et les gens pensent que Bien Urbain, c'est un festival de peinture murale. Mais en fait, à chaque fois, on avait aussi des artistes qui faisaient d'autres choses. Pendant ces quelques années-là, la scène murale a tellement explosé, il y avait tellement de muralistes qu'il était de bon ton dans certains festivals de dire le muralisme, c'est pas intéressant, c'est vraiment que des choses consensuelles, c'est trop imposant, c'est vraiment que de la technique, etc. Et donc, il y a eu un peu la tentation de dire on arrête le muralisme, vraiment c'est fini, c'était une aberration, etc. Sauf qu'en fait, il n'y a pas de bon ou de mauvais genre, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise technique. C'est-à-dire, il y a des très bons muralistes qui font des très belles choses et il y a de très mauvais artistes qui font des interventions ratées. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on a une technique que c'est bon en soi. We had to find one really strong position about, okay, let's do artistic intervention in the public space, but let's think about how we do it in a good way. Plutôt que de se dire on arrête la peinture murale, ça n'avait pas vraiment de sens en soi. Yeah.
Ready? Well done. Safe. One more. Don't shoot. I think a lot of people now realize that, like, if you see a mural, probably means the area is being changed. So for me, it's very important to be involved with people that organize a festival, but you trust them for that. You trust that they invite the right people, that they have the right mindset, and they have the right kind of motive to do it. And I think with Bien Urbain, it's obvious. They have a really strong motive, I think. It's never like, okay, let's do it, and without thinking about anything and without just doing something aesthetical and huge and stuff. No, it's really more about the context. The context is really like the meaning of the festival is to do artistic intervention in and with the public space. So yeah, the context is always really important for us, and it's getting more and more experimental for the artists. Et il faut inviter des artistes qui ont quelque chose à dire et qui sauront le dire au bon endroit et aussi au bon moment dans le contexte du moment. C'est la ville, enfin c'est en partenariat avec la ville, c'est la ville qui décide, C'est pas la ville qui décide où. Et qui autorise, qui propose. C'est la ville qui autorise l'organisation, mais c'est l'organisation qui cherche des lieux. D'accord. Parle avec les propriétaires et cherche où on peut le faire. Ouais. En fait, le projet général s'appelle Bien Urbain. Ouais, Bien Urbain. Ça, vous verrez ce mur aussi et d'autres murs qui sont faits à Besançon. Okay. Et là, vous pouvez trouver aussi des liens à mon travail et au travail des autres artistes qui ont participé aussi. Ah je regarderai alors. Bien Urbain. Il faut que je votre lien, parce que faut peut-être que je vous recherche par nom alors. Vous verrez ce mur. Voilà, je regarderai si je vois le mur. Mon nom, de toute façon, c'est Essif. E-S-C-I-F. Le nom que j'utilise pour ça. D'accord, ok, je regarderai. When Essif came, he invited people like nobody knew, and super interesting, very interesting people he has met somewhere, and that was really amazing. Like his selection was incredible. En 2016, la manière de faire de Essif a été complètement différente de celle de El Tono. Essif avait vraiment une vision d'ensemble où il voulait inviter tel et tel artiste parce que ça crée des ponts, ça crée des liens ou au contraire des tensions, des paradoxes parfois. C'était vraiment une façon de voir très globale, très intelligente comme le travail d'Essif. Et ça m'a permis de rencontrer des artistes dont je connaissais pas du tout le travail, comme Fermín Jiménez Landa, qui est vraiment reconnu, mais qui n'est pas du tout lié à l'art dans l'espace public. Donc comment lui pouvait travailler dans l'espace public, c'était super intéressant. Il y a aussi le fait que Essif a invité Martha Rosler et il lui a proposé un projet clé en main, c'est-à-dire que Essif s'est mis dans la peau d'un commissaire d'exposition en demandant à une artiste si elle était d'accord de présenter ses œuvres de telle manière. J'aurais jamais osé faire ça, mais donc là, Essif en tant qu'artiste, il a pu prendre cette liberté-là. Ça m'a aussi amené à voir les choses différemment sur la façon dont on peut travailler avec les artistes et dont on peut voir une sélection dans sa globalité. At this point, it became quite clear that Bien Urbain wasn't just a street art festival, but was something more about public space and public art. The festival started to invite artists that are not insiders of the street art world, but are artists coming also from the contemporary art scene, or artists that are a sort of points of contact of these two worlds which hardly communicate. And so it became more and more complex, unlike the typical festival that you could see in Europe at the time, because Bien Urbain encouraged artists to go
beyond what was ordinary and common already in the street. Some artists became sort of habitués of the festival, like Oaks, like El Tono, like Eshif, which made the festival really a field of experimentation, of ongoing experimentation. And in each edition, they added something to the festival and something to this experimental attitude. Quand on invite des artistes à intervenir, à Bien Urbain, ils savent aussi qu'ils peuvent se permettre des choses, qu'ils peuvent tester des nouvelles choses. Et on aime bien cette idée aussi que les artistes prennent Bien Urbain comme un laboratoire pour tester de nouvelles œuvres, de nouvelles façons de faire. Oh merde. Trop à droite, ouais. C'est bon. We never say no to an artist. We always try to do it. We do our best to so the artist can do what she or he wants to do, and otherwise we find some compromises, and yeah, most of the time it's okay. Ce côté laboratoire est vraiment très important pour nous parce que ça marche pas à tous les coups comme toutes les expériences, mais par contre quand ça fonctionne, ça produit des œuvres qui sont vraiment importantes et puis qui marquent aussi un petit peu la carrière et le développement des artistes et puis qui peuvent aussi marquer les lieux à Besançon. With the new artworks, I'm like, okay, let's see how they will react. I'm not afraid, but I'm really curious to see how they react. And sometimes I'm like, okay, this is just a tiny intervention. Let's see. En fait, c'est la première fois au Festival Bien Urbain que j'ai réalisé une peinture sur un bâtiment, donc c'était très nouveau pour moi, parce que je faisais surtout des travaux d'affichage, de peinture et de collage d'affiches. Et donc ça a effectivement changé ma façon de travailler aussi, parce que j'ai pu produire des installations dans l'espace public que j'aurais certainement pas expérimenté sans le festival. Dès le départ, c'était vraiment naturel pour nous d'inviter des artistes qui allaient nous surprendre. Et Ox, c'est un des artistes qui m'a toujours surpris. Et tous ses projets sont étonnants et en même temps, il y a une vraie continuité dans sa pratique. Donc ça faisait vraiment sens pour nous de lui donner la possibilité de travailler sur un plus long terme avec nous. Et Ox a voulu prendre une direction autour de la recherche, de l'expérimentation. J'ai fait des propositions, mais David aussi, on a discuté des artistes invités et c'était un choix qu'on a fait à deux, évidemment. En fait, le choix s'est fait déjà à partir d'artistes que j'aimais beaucoup, bien sûr, mais aussi des artistes qui avaient un lien avec le travail d'affichage et de travail en lien avec les affiches, en tout cas. Et Ox aussi voulait inviter Bla, qui pour lui est un artiste important, qui est avec lui dans les Frères Ripoulin, donc dans les années 80. Donc l'idée aussi de faire intervenir un des pionniers de l'art urbain, de le faire venir dans le festival. Donc ça aussi c'était très intéressant parce que le travail de Bla, on pourrait aussi dire qu'il est assez daté, ancré dans une certaine époque, mais c'est pas parce qu'il est ancré dans une époque qu'il a pas de sens aujourd'hui. Donc pour moi c'était aussi intéressant de questionner ça. I remember that in 2017 there were very huge names, Espo, Sasha Kurmaz, this side exhibition of childhood drawings by Eric Elkann. And this is also something which participates in this, atmosphere of self-reflection. Bien Urbain became really important, mostly because of the variety of things that it could offer. And also because of some, cases that can become a case study. Quand j'invite un artiste, je ne sais pas ce qu'il va produire. Parfois, ce qu'il va produire, ça va plaire au milieu de l'art et puis très fortement déplaire aux habitants. Et ça, c'est très dur à
à anticiper et je trouve que c'est justement en invitant les artistes et en faisant confiance en leur sincérité et en notre honnêteté intellectuelle, c'est-à-dire on a invité ces artistes parce que c'est des grands artistes qui sont importants à faire travailler dans notre ville, et ça produit en général des choses fortes et intéressantes, parfois qui peuvent être plus ou moins réussies, mais tant que c'est fait avec honnêteté et sincérité, pour moi, ça produit des choses et c'est ça qui est important. Plusieurs exemples, mais un exemple, ça peut être celui de la peinture de Steve Powers sur la mur d'expression libre. Steve Powers, qui s'appelle aussi Espo, c'est un des rares artistes de bien urbain qui se revendique graffiti artiste. Et le mur qu'il a fait, c'est un des murs les plus populaires de Besançon parce que il a une façon de faire, d'échanger avec les gens et puis une esthétique et une maîtrise qui font que l'œuvre, elle a vraiment plu à énormément de gens. Des gens s'y retrouvent, il y a des anecdotes qui parlent du chien qui vient jouer tous les soirs et qui a son portrait sur le mur. Tous les graffeurs locaux ont leur dédicace sur le mur. Il y a plein de petits allers-retours entre la rue et le mur. Quand ils descendent la nacelle, ils discutent avec plein de gens et puis ensuite il y a des anecdotes qui sont peintes. Et en fait, ça crée vraiment c'est un mur qui fait communauté, comme disent les Américains, quoi, ce côté community où on peint pas juste pour soi ou pour montrer qu'on est un grand artiste, mais on peint pour le partager. La même année, Ekta a peint un mur rue de la Cassotte et ce mur a vraiment été très très apprécié par le monde des artistes, on va dire. Et en même temps, sur place, ça a un peu grincé des dents. Il y a des gens qui n'ont pas apprécié le travail, beaucoup qui ont trouvé que c'était pas terminé, comme si l'artiste s'était moqué d'eux quelque part. Et ça, c'était assez dur parce qu'il y a eu même un article de journal qui disait que c'était un des lieux les plus moches de la ville, etc. Alors que le mur de Steve Powers, c'était un des lieux les plus beaux. Voilà, ça crée plein d'ambiguïtés parce que Steve Powers fait vraiment du graffiti et Ekta est vraiment un peintre. Et là, c'est la peinture qui posait problème parce qu'elle était trop, peut-être d'avant-garde, peut-être, ou on verra avec les années qui viennent, mais il l'avait fait avec toute sa sincérité. Il a vraiment mis énormément d'énergie dedans. Il en était très très fier, mais ça n'a pas forcément été compris par la plupart des gens. Donc, pour moi, c'est ça qui est un peu particulier, c'est-à-dire l'artiste, il a fait tout ce qu'il pouvait pour donner le meilleur de soi, mais ça marche pas toujours. La rencontre, elle se fait pas toujours parce que c'est aussi un peu radical peut-être, parce que il a poussé loin les limites en termes de composition. C'était pas fait pour plaire vraiment, mais par contre, c'est fait pour travailler la peinture et travailler peut-être l'histoire de l'art d'une certaine manière. Et ça, c'est quand même assez rare de pouvoir se permettre ça, de pousser un peu les limites. The fact that people perceived Ekta's mural as unfinished is quite symptomatic is a sign of the fact that the murals are ongoing processes, and it's to some extent about perception of the art world, of the urban art world in this case, where oh yes, the mural is amazing, is finished, is wonderful, which I agree, I totally agree. But then citizens, they are absolutely entitled to dislike it. It doesn't affect the quality of the work at all. It just adds another layer, which is, the perception of the public, their judgment, which is absolutely legitimate, I think. Doing art in the public space is something which can also be like, putting an installation or a mural top-down in some place and stop. But doing art with the public space means to engage in that dialectical process, which is done also of frictions and conflicts. And so it's assuming also and accepting the fact that what you are doing in public space can generate frictions and conflicts. So you are open to those conflicts, you are open to those friction, and this is part of that palimpsest culture which is at the core of the street art world and the street art culture.
En 2017, avec Ox, on a invité Jordan Seller. Et Jordan Seller, il travaille vraiment contre la publicité. Et en même temps, c'est un artiste qui développe tout plein de projets vraiment très collectifs. Il est vraiment dans l'idée d'aider les gens à prendre la place dans l'espace public. He just used his own keys, so there is no. I really love it because there is no aggressive or violent actions. It's really actually simple. He opens, just take away the advertising. He keeps them. He puts other stuff in and like his creations, abstract creations, and he will close, and it's okay. Like there is no damages. Faire de la publicité pour des voitures partout dans la ville, des publicités sexistes en 4x3 partout dans la ville, pour moi, c'est pas légitime. Et donc, à cet endroit-là, on s'est laissé En fait, on a pris la latitude de se dire c'est légal, mais c'est pas légitime, ou plutôt dans l'autre sens, on va faire quelque chose d'illégal, mais de légitime. C'est-à-dire, on va faire ce que fait l'artiste d'habitude, sauf que nous, on l'aide à le faire. Et pour moi, c'était beaucoup plus important de permettre à un artiste de produire cette œuvre que de respecter la légalité du cadre publicitaire. The aesthetic specificity of street art, it's all about being out of place. And because street art in itself, unsanctioned art in itself, is a reaction to something that already exists, which is architecture, which is the urban space, walls, streets, architectural volumes. So, and this reaction is, in some manner, an act of violence. It's not something that serves the architecture, which is the main also point of ornamentation. Unsanctioned art is about chaos. So it's about, subverting these typical aesthetics of ornamentation. So not serving architecture, but subordinate architecture in order to serve the piece of art. Dès la première année, la question de est-ce que les projets sont légaux ou illégaux, c'était pas forcément ça le plus important pour moi. Mais en même temps, il y avait quand même cette question de la responsabilité de comment on travaillait dans la ville, avec de l'argent public aussi. C'est-à-dire, c'était aussi important de faire les choses bien, de montrer que le but, c'était vraiment de produire des choses intéressantes, quoi, vraiment de l'art qui nous parle. We just ask ourselves, okay, is it physically insecure or mental insecure? Is it okay? And if both of them are okay, we say, okay, let's do it and let's see if someone reacts or say stuff, or if we have some calls from the city or other, and let's just check how long we can let it. So we think that the solution is always in the discussions and the talkings, and we can find compromises. C'est vrai qu'avec les compromis, avec la discussion, c'est pas toujours évident de pousser les choses. Et quand je regarde rétrospectivement, je pense qu'on était à un moment en 2018 où on avait besoin de changer les choses et de poser des questions peut-être un peu plus complexes dans l'espace public. Donc on a décidé de le faire de manière pas forcément très facile. Et en 2018, j'ai invité Brad Donnet à quelque sorte pirater Bien Urbain. Ça a vraiment créé quelque chose aussi de nouveau pour moi et qui nous a vraiment mis hors de notre zone de confort habituelle aussi. Parce que Brad Donnet est vraiment un artiste qui est vraiment à fond, qui va vraiment au bout des choses et qui pousse vraiment les choses. Donc il avait invité plein d'artistes.
when we count all the artworks, there are like more than 300 created, and now we have 100 still alive. From the beginning, it was pretty clear that everything that the artists make is ephemeral, and we never come back to repaint or to do stuff like that. It can stay like 10 years, then just go in one day. It's the game. Dès le départ, on a fait des projets très éphémères, très performatifs, dans le sens où à un moment il se passe quelque chose et puis ça va disparaître. Parfois c'est pris en photo, parfois c'est filmé, parfois presque personne ne le voit et c'est assez immatériel. Et on nous a beaucoup questionné sur ça, mais pourquoi vous avez des choses qui durent pas longtemps? Est-ce que ça vaut le coup de faire des choses? Mais en fait, je pense pas que le but ça soit de durer dans le temps forcément. En fait, on est beaucoup lié aux arts visuels et à l'art contemporain, à l'art visuel en général, à l'histoire de l'art. On est un peu dans ce champ-là. Mais on est aussi très lié aux arts de la rue, au théâtre de rue. Et à chaque fois, le théâtre de rue, c'est très éphémère. C'est-à-dire, il y a un spectacle qui a lieu là. Le spectacle a lieu pour les gens qui sont là. Et après, ça disparaît. Par contre, il reste des images. Quand on voit ce lieu, on le voit plus pareil. Et parce qu'on a vécu quelque chose d'intime et de collectif en même temps à cet endroit-là. Du moment qu'on peint dans la rue, on sait que nos œuvres vont être détruites. En fait, toutes les fresques extérieures sont éphémères. Et j'aime beaucoup le caractère fragile et évolutif d'une œuvre dont on perçoit les stigmates du vieillissement. Je trouve que ça la rend plus vivante. J'essaie aussi de laisser la possibilité à ce que chacun puisse s'approprier tout ou partie d'une œuvre, qu'il puisse ressentir quelque chose, être inspiré ou se questionner. J'aime aussi que les gens regardent au-delà de l'œuvre et brouiller les frontières entre celle-ci et ce qui l'entoure. Prendre du recul, développer un autre regard. En fait, c'est comme si je traitais un sujet plutôt universel et familier, mais d'une manière un peu plus mystérieuse, qui laisse place au doute, qui convoque l'imaginaire. À cette époque, il est difficile de trouver une personne de la scène artistique urbaine qui n'ait pas entendu parler de Bien Urbain. Le festival a souvent été présenté comme un exemple de la manière dont on peut véritablement faire de l'art dans l'espace public. Il aurait pu suivre ses succès en gardant la même approche, parfois plus conceptuelle, progressivement de plus en plus pointue. Mais il a décidé de changer à nouveau. On avait envie d'être au plus proche des gens, de faire en sorte qu'on travaille avec eux, qu'on les touche grâce à l'art et de pas seulement créer de l'art qui soit visible. Et c'est vrai que parmi les artistes qui ont créé des œuvres où on avait le plus de retours, il y avait Yuro. 8 ans après qu'elle ait participé au premier Bien Urbain, j'ai invité Yuro en tant qu'artiste associé. Au départ, elle était très hésitante, mais la manière dont elle a sélectionné les artistes était vraiment... Il y avait vraiment une dimension pour elle. C'est assez dur de parler de Tamara aujourd'hui. I co-curated with David from Bien Urbain. That is a festival that I really like. When he called me, he's someone that I respect. I couldn't say no. But at the beginning, I was with a friend in Girona with Nacho, and I told him, "Oh, they invited me today." He told me, "Just enjoy it." Okay, I will enjoy it. But it was interesting because I found myself that I didn't want to invite any muralist artists. There I think my crisis started when I realized that I wouldn't invite me neither. You know what I mean?
Il y avait vraiment cette dimension pour elle de comment inviter des artistes qui parlent des thématiques, des choses qui lui importent émotionnellement, mais peu importe la technique. L'important, c'est pas qu'ils aient un travail qui s'approche de son travail à elle, c'était plutôt comment amener de la poésie et du sens dans ce qui est fait. That is something also that I believe is why I also love what I do, is just get out to the streets. I mean, get the streets ours again. And for me, that is the way why I love painting walls, because it's our city, it's our space, and it has been stolen, and we think that we are strangers in the street, and it's ours. It has been always ours. So the idea of painting walls for me, it have that passion of, okay, we appropriate our city again, and we need to have our own dialogue and not the fucking publicity or things that we are contaminated all the time with messages that are unreal. La 9e édition a montré des manières très différentes d'agir localement. Qu'il s'agisse de mettre en scène la mémoire personnelle d'une personne dans un espace public, d'offrir l'occasion de découvrir des lieux secrets en construisant des abris confidentiels, ou même de créer un spectacle entier basé sur des entretiens avec les habitants d'un quartier. D'une certaine manière, l'attention s'est déplacée vers des territoires et un contexte social fort. Un bel exemple pourrait être Nos Jardins, un projet à long terme d'Anaïs Florin, qui visait à faire la lumière sur les jardiniers locaux qui protègent leurs lieux de culture de la destruction. Quand Euro a invité Anaïs Florin, elles n'ont pas du tout la même technique artistique. Par contre, elles ont les deux un intérêt très fort pour le lieu et pour les personnes, c'est-à-dire comment les gens vivent le lieu et qu'est-ce que ça veut dire habiter un espace, utiliser un espace, faire lien aussi, faire corps dans un quartier. O sea, mi interés está sobre todo puesto en el trabajo en contexto. O sea, es decir, trabajar en lo ultralocal con cuestiones que tienen que ver con el contexto directo de las comunidades que están donde voy a intervenir. Don't show too much the camera because they don't want to be filmed. But it's cool. It's like just walking and. Cuando realizas un proyecto de este tipo, claro, tú al final hablas de las historias de vida de las demás personas. Entonces tiene que haber un mínimo de relación que se construya con esas personas, porque ellas tienen que hablarte de lo que sucede, de lo que sienten, de lo que ven. El trabajo en contexto suele necesitar como tiempo y además nunca puedes tener recursos, ideas, pero no puedes tener una idea previa de lo que vas a hacer, porque siempre el contexto te lo lleva por otro lado. When we invite artists, it's important for us to have them at least 1 week, so we can make a tour with them in the city, show them, explain them the city. From maybe 3 years, we can invite them to come in Besançon few months before the festival. So this is perfect because we are more relaxed, we're not into the festival, and they can enjoy the city, and we can really show them the city, and they can even maybe sometimes find the place where they will work. We're really not interested by inviting artists and say, okay, here is your wall, you have 3 days, please do, oh, we really like what you made, I don't know, in Miami, maybe do the same. We really love that artists can stay in Besançon and really feel the city and meet some inhabitants, and so they can really make some installations or paintings really linked to the city and to the neighborhood. Par zone, poloise, on dit poloise en gros, et la poloise essentielle, c'est le poloise en bas. Ils ont construit des maisons, mais poloise, en gros, c'est quand même une
partie de Besançon très vivant. Parce qu'il y a un centre Mandela. Il y avait du champagne. Ces bâtiments, c'était des gendarmes et des militaires. Moi, qu'un artiste soit un grand peintre ou pas, c'est pas forcément ce qui m'importe le plus, c'est comment ce qu'il va créer dans la rue, ça va produire quelque chose à cet endroit-là et pas ailleurs. Et pour moi, ça n'a pas forcément à voir avec la technique, mais plutôt avec le contexte. Que faire, où. À un moment, on vient se poser la question de pourquoi on intervient, pourquoi on agit ici, pourquoi l'œuvre, elle va vivre ici. Et c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir trouver déjà la réponse artistique à cette question, parce qu'elle aura pris en compte les gens qui y vivent, parce qu'elle aura pris en compte le lieu, parce qu'elle aura pris en compte certaines contraintes, je ne sais pas lesquelles c'est, mais la création, à mon avis, elle vient à ce moment-là, elle ne peut pas venir avant, parce qu'on réagit à un endroit, en fait. Donc sans connaître l'endroit, on ne peut pas réagir de la bonne façon. Donc l'œuvre, à mon avis, elle est toujours influencée. Voilà, c'est le résultat de tout ça, en fait. Pour moi, l'espace public n'est pas un lieu mort, contrôlé, aseptisé, mais il est bel et bien vivant, évolutif, participatif et incontrôlable. En fait, il faut donc le prendre en compte non pas comme un support, mais plutôt comme un partenaire. En fait, créer dans l'espace public, c'est faire une collaboration en quelque sorte. Il y a des paramètres préexistants à prendre en compte et il y en a beaucoup d'autres qui nous échapperont par la suite et qui prendront le relais. Et tous les paramètres préexistants et ceux qui feront vivre ou qui altéreront l'œuvre ensuite influencent beaucoup ma pratique. Dans mes peintures extérieures, j'essaie de créer un dialogue avec ce qui entoure l'œuvre, que ce soit au niveau de l'architecture, des couleurs, des textures, des éléments naturels. En fait, j'essaie de faire en sorte d'intégrer ma peinture pour qu'on ait l'impression qu'elle ait toujours été là. The public space is conceived not just as a space, but rather a sort of living organism made by actions and reactions, made by several processes that occur at the same time, that interact, that react one to each other. It's very easy to just come, paint and go. But my way of doing it, it's not that way. I come for a longer period of time. I try to have contact and a lot of exchange with the people that live around or that see the wall every day. And I get some feedback, and then with that, I do the wall, for example, or I directly have the people working with me also. I do that a lot. Always for that reason, because when the wall is finished, the artist leaves, but the wall, the painting, and the people, they stay together, so you have to create a link between them. Bon, bien sûr, il y a la création qui est hyper chouette, qui a été participative, qui est belle, enfin que les gens apprécient ou pas d'ailleurs, mais il y a une production, ça c'est génial. Mais en fait, je trouve que dans les projets artistiques, finalement, ce qui me rend le plus fière, pour ceux qui sont collectifs en tout cas, c'est tout ce que ça crée socialement autour, en fait. Tous les liens qui peuvent se nouer entre des habitants, un artiste, l'équipe qui travaille avec ces gens-là. Et je trouve que c'est presque aussi fort que la création plastique qui est produite au final. En fait, tout le temps où les gens apprennent à connaître l'artiste, apprennent à connaître son travail, et à quel point ça va quelquefois les bousculer complètement pour le reste de leur vie, je trouve que c'est hyper fort souvent. Je pense que ça, c'est vraiment très important, c'est qu'il y a vraiment une interaction entre la ville et le festival, et entre les habitants de la ville et le festival. Et je pense que ça, c'est une chose aussi qui explique dans l'espace public et avec l'espace public, en fait. Parce que dans l'espace public, ça voudrait dire peut-être que les artistes viennent simplement poser une œuvre et ensuite ils s'en vont. Alors qu'avec l'espace public, je pense qu'il y a vraiment cette idée
d'échanger, surtout de comprendre un peu la ville, de comprendre les quartiers, etc. C'est une sculpture éphémère. Et pourquoi vous le mettez ici particulièrement dans cet endroit et pas dans un autre? L'idée c'était de faire comme un mur qui ferme un espace. Ah ouais, vu que là c'est abandonné, on sait que ça gêne pas. Ouais. De faire là. Mon travail n'est pas toujours dans l'espace public parce que ça dépend de chaque projet, mais c'est toujours avec l'espace public, comprenant l'espace public comme un contexte social. Et donc, du coup, dans tous mes projets, cet espace avec lequel on fait quelque chose, pour lequel on fait quelque chose, on compose, je dirais que pour moi, c'est un peu la matière première, dans le sens que c'est vraiment... j'essaie d'avoir toujours un dialogue vraiment bidirectionnel, un échange, un vrai échange qui se fait avec ce contexte avec lequel je travaille, mais aussi dans les formats que je produis, où j'essaie toujours qu'il y ait une utilité pour ces contextes dans lesquels je travaille, de façon à ce qu'il y ait une possibilité de vie de ces travaux après mon départ, parce que ça va servir à communiquer quelque chose ou à faire des choses. Donc pour moi, c'est vraiment fondamental avec l'espace public. On évolue forcément. Il y a 10 ans, c'est un temps important, 10 ans. Il se passe beaucoup de choses en 10 ans, donc on grandit. Dans ma vie personnelle, il s'est passé beaucoup de choses sur ces 10 années, dans notre façon de voir l'art ou la ville, ou en tout cas dans notre façon de percevoir le monde qui nous entoure. On évolue, on change, je ne sais pas si on mûrit, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais forcément on change à 30 ans, à 40 ans, à 20 ans, on n'est pas les mêmes. Et cette évolution, elle a eu lieu sur le festival. C'est cool de voir que le festival s'est inscrit dans la durée et qu'il est devenu une référence à la fois locale et même internationale. Et ça, c'est surtout grâce à David qui s'est impliqué à fond et qui a su bien s'entourer avec une équipe dynamique et motivée. Il a su aussi se renouveler en invitant des artistes en tant que co-curateur sur certaines éditions. Et ça a permis aussi de développer un autre regard, une autre proposition en fait sur ce qui se passait sur la scène de l'art urbain, où dans les autres festivals, ils n'avaient pas forcément cette démarche-là. Un peu comme notre galerie, qui était une galerie gérée par des artistes, bien urbain à cette éthique-là. Le festival n'a pas d'autre but qu'artistique, si ce n'est sa dimension sociale. So I think clearly, Biennavant has moved alongside the artists. And for me, what's so great about Biennavant is that relationship with those artists. If it's not an artist-run festival, there are, whole team that are involved with its production, which is so important because they are local. They are from the city. They know everyone. That is massively, massively important. But the collaboration with the artists and with academics and with other people, with curators, other people really who love this practice. I think that was what was so important for me, was that it meant it could grow together and grow really collaboratively.
En fait, ce qui est très intéressant dans ce festival, c'est qu'il a beaucoup changé, évidemment, mais en même temps, il est resté le même. C'est-à-dire qu'on est toujours heureux de retrouver une sorte de famille, en fait, avec une structure relativement petite et qui est très efficace, qui produit des choses absolument grandioses dans la ville, et tout en restant une structure où on se sent bien et on se retrouve ensemble. Donc c'est comme une famille, ouais. Voilà, encore un peu, faut reculer encore un peu. Voilà, c'est bon, hyper facile. Ça va? L'administration, accounting. Accounting team. Allez, 1, 2, 3. Ouais, c'est chaud. Du carton. Ouais, on aurait mis quoi? Ok, je vais enlever Je pense qu'il y a 10 ans, quand on a commencé le festival, il y avait cette idée de faire des choses dans l'espace public pour s'adresser à tout le monde. Et donc c'est vrai que dans les premières années du festival, ce qui était super excitant, c'était d'avoir un lieu, de faire des soirées dans la rue. On bloquait la rue Battant et on faisait des grandes soirées avec des tournois de ping-pong, avec des choses un peu improbables dans la rue, et c'était génial. Et en même temps, quand on n'a plus eu le café, quand on n'a plus eu chez Urbain, et qu'on a dû réfléchir à faire les choses autrement, je me suis dit, et c'est venu avec le temps, que c'était aussi intéressant de développer les choses vraiment sur place pour les gens. Et que, par exemple, cette année, on a passé beaucoup de temps avec les artistes sur place, à rencontrer les habitants et à faire des liens. Et au final, les habitants qu'on a rencontrés aujourd'hui, cette année, on a vraiment rencontré les gens. C'est-à-dire, c'est pas juste un public qui voit les œuvres, mais ils rencontrent des membres de l'équipe, ils rencontrent les artistes, il y a des discussions, il y a des échanges, on parle de la météo, on parle de plein de choses. Donc ça, c'est vrai qu'il y a eu une évolution pendant les 10 ans où j'ai l'impression qu'on va un peu contre notre... sociologiquement, on essaye d'aller un peu contre nos facilités. C'est-à-dire, je pense que ce serait facile d'ouvrir un lieu qui soit une galerie, par exemple, et où on aurait des jeunes étudiants en art qui viendraient découvrir de nouveaux artistes, etc. Mais ça nous intéresse beaucoup plus que ces jeunes étudiants en art viennent en stage chez nous et qu'on les amène à Planoise et qu'ils rencontrent des gens qu'ils n'auraient jamais rencontrés à l'occasion d'un projet artistique. Je trouve ça beaucoup plus excitant, à la fois pour les jeunes artistes qui vont être impliqués et à la fois pour les habitants qui vont découvrir d'autres personnes, d'autres artistes, qui vont trouver ça très étrange de passer autant de temps à créer de l'art, mais en même temps, ça produit du commun, ça produit des façons de voir le monde qui sont un peu différentes et puis qui nourrissent tout le monde. En 2021, 10 ans après sa première édition, Bien Urbain n'a pas d'artistes associés. En revanche, les artistes participants sont 2 fois plus nombreux. Le caractère social d'une œuvre d'art est devenu aussi important que son aspect artistique. De fait, de plus en plus d'artistes tentent d'impliquer les gens sur place. Et puis, une autre dimension est apparue. L'art a commencé à passer du public au privé. Par exemple, le projet Signe et Passage,
a donné lieu à un recueil de poèmes consacrés à des lieux spécifiques de la ville. N'importe qui pouvait prendre un livre et suivre l'itinéraire à sa guise. Cette lecture en mouvement proposait de remettre à jour sa relation personnelle avec sa propre ville, avec un Besançon à la fois si familier et si différent. Pour d'autres projets, l'art s'est littéralement déplacé derrière les portes closes, atteignant le public en dehors de la portée habituelle du festival. Des centaines d'habitants ont reçu la lettre de l'artiste Adam. Et tandis que cette correspondance s'adressait aux gens par hasard, il en existait une autre, une forme de don où les gens eux-mêmes décidaient de la destination de l'art. Le Doux Message, c'est un projet de territoire, c'est un projet qui s'inscrit dans un espace particulier, dans un contexte particulier, qui interagit avec les gens qui vivent ici. Ça a été aussi un projet où il y a plusieurs niveaux de lecture, c'est-à-dire qu'il y a et l'accueil dans le stand ici, il y a les gens qui écrivent de la part des personnes qui veulent envoyer cornier surprise des messages, qui sont des espèces d'écrivains publics. Et puis il y a aussi les gens qui partent en vélo faire des livraisons et qui donc là font vraiment du porte-à-porte. Donc il y a beaucoup d'interactions très diversifiées. On a affaire à plein de réactions. Ce qui est important, c'est qu'on n'offre pas aux gens des choses. On leur offre le moyen d'offrir quelque chose à quelqu'un d'autre. Il y a la possibilité d'une rencontre et d'un lien avec quelqu'un d'autre comme habitant. Et nous, on s'efface, on permet ce lien, mais le lien, il est toujours entre la personne qui offre et la personne qui reçoit. Nous, on est juste le messager entre les deux, on est l'occasion, mais le fait qu'on soit pas là, finalement, et qu'on s'efface, c'est important, parce qu'on reste pas ici, on est de passage et c'est juste un moment. Que ce soit un projet qui s'inscrit vraiment dans ce territoire, c'était l'idée de base de toute la conception du projet. Voilà, il a du sens ici et il en aurait un autre s'il était dans un centre commercial ou dans une autre ville. Voilà. Voilà. Qu'il s'agisse d'interventions monumentales ou très discrètes, expérimentales ou classiques, légales ou non. Que cela reste une décennie ou disparaisse en un clin d'œil. Le contexte est ce qui rend l'œuvre importante. La façon dont un artiste travaille avec un espace. Parfois, la nature s'en empare. Parfois, les gens modifient l'œuvre. Mais même si ce n'est que pour un moment, le Besançon familier devient très différent. Plein de nouveaux sens, de nouvelles idées et de liens. Et il attend d'être découvert à nouveau. C'est juste trouver la bonne façon de rencontrer les gens avec l'émotion, avec de l'intimité. Et parfois, ça passe par une belle grosse peinture et parfois, ça passe par de toutes petites choses. Et je trouve que c'est très complémentaire. On ne touche pas les mêmes personnes, pas de la même manière, mais il n'y a pas une manière de toucher le cœur des gens de manière positive. Il y en a plein, donc il faut les essayer et voir ce que ça donne. Ouais.